Bon, bonjour à tous et bienvenue à l'Institut de France. Donc aujourd'hui, c'est l'Académie des sciences qui vous accueille. Adrien Serrouille-Débius de l'Adhérent, qui va nous rejoindre, et Alice Folscheid de Faraday. Nous avons vu dans la première table ronde les contraintes et les aspirations qui poussent à les installer. Nous avons vu dans la deuxième table ronde toutes les questions autour du financement et des difficultés de rentabilité ou de gestion des risques. Si on rassemble tout ça et qu'on se dit, bon, alors maintenant on fait quoi? C'est quoi le plan de déploiement? Par où on prend ce sujet complexe sur des centaines de fonciers différents? Eh bien, nous avons cette dernière table ronde pour en parler, et sans plus attendre, je passe la parole à Adrien, comme praticien du secteur, qui va nous expliquer comment lui l'envisage au sein de son entreprise. Merci beaucoup, Philippe, merci pour l'invitation. Rapidement, Aldéan, c'est une société de gestion de portefeuille immobilier. En fait, on collecte de l'argent, puis on investit dans l'immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une norme, une ordonnance du 4 juillet dernier qui permet en fait aux sociétés civiles de placement immobilier d'investir directement dans du photovoltaïque et dans des panneaux solaires. Et donc ça, en fait, c'est là où ça prend un peu tout son sens, en disant, en fait, l'immobilier est lié finalement, parce que c'est un foncier, au panneau solaire. Et donc là, on regarde finalement l'ensemble de nos actifs de notre patrimoine, et puis au fil de l'eau, on va essayer de regarder notre actif et de dire, est-ce que celui-là, il est âgé, quel est l'âge de la toiture, est-ce que la toiture doit être refaite, et en fait, joindre finalement l'immobilier à la solarisation et au solaire. Et ça, c'est toute notre réflexion qu'on a. Est-ce que le locataire est moteur? Est-ce que le locataire lui-même aimerait des panneaux solaires? Donc en fait, il y a aussi des relations avec le locataire à ce niveau-là. Nous, on a des comités verts avec nos locataires sur lesquels on discute justement de ces sujets-là. Et donc moi, je dirais finalement que le déploiement, il se fait au fil de l'eau. Bien sûr, il y a des projets neufs, donc là on a une réglementation, la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui est très contraignante d'un point de vue immobilier pur, mais aussi d'un point de vue solarisation, où petit à petit on nous demande, en fonction du nombre d'années, de solariser à 30, 40, 50%, etc. Donc là aujourd'hui, nous, il n'y a pas de débat là-dessus, nous on solarise au maximum nos toitures, parce qu'en fait, finalement, une fois qu'on a installé l'onduleur, une fois qu'on a installé l'ensemble des systèmes, on se dit finalement installer des panneaux solaires, ça ne coûte pas beaucoup plus cher, et puis on va avoir une énergie finalement décarbonée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder sur du neuf. Maintenant, sur l'existant, donc ça c'est un vrai sujet. C'est vrai que parfois il peut y avoir des toitures vieillissantes. Donc là, c'est essayer de coupler les deux. Parce qu'en fait, finalement, on va regarder la rentabilité économique du projet. Et finalement, est-ce que si on ne refait pas la toiture, est-ce que si on met des panneaux solaires directement, d'ici 9 ans, il va falloir peut-être arrêter les panneaux solaires pour refaire la toiture, etc. Donc en fait, c'est essayer d'avoir une vision assez long terme à ce niveau-là pour lancer les projets. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, il y a le foncier aussi existant, c'est-à-dire qu'il va y avoir des parkings. C'est vrai que les parkings, c'est quelque chose qu'on regarde, notamment, on l'a évoqué tout à l'heure, sur la loi d'accélération pour les renouvelables, la loi APER. Aujourd'hui, c'est vrai que, en 2026, il y aura déjà des sanctions sur les parkings qui font plus de 10 000 m². Des sanctions, c'est 40 000 € quand même, annuels par parking qui n'est pas solarisé à hauteur de 50% de solarisation des parkings, en comptant les voies de stationnement, etc. Donc en fait, ça c'est quelque chose qu'on va aujourd'hui observer. On va voir si demain on peut être exonéré ou pas, suivant finalement la rentabilité économique du projet, suivant finalement le projet en tant que tel. Est-ce que c'est un bâtiment classé pour l'environnement? Est-ce qu'il y a des poids lourds dessus? Aujourd'hui, les poids lourds, ça a été un petit peu reporté. Donc nous, nos locataires, souvent, ils nous appellent, ils nous disent, bon, finalement, vous m'avez mis une ombrière, mais j'ai tapé dedans, donc je dis, voilà, on va essayer de remettre une ombrière demain, mais c'est des vrais sujets pratico-pratiques, en fait, auxquels on se rencontre. Donc, quand je suis arrivé chez Aldéan, je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer de révolutionner ça, et je vais dire, allez, je solarise tout. Mais en fait, ça, c'était l'idée initiale, et en fait, quand on rentre dans le concret, on voit qu'il y a différentes difficultés financières, juridiques et techniques, notamment. Alors, justement, sur les difficultés techniques, Sébastien, c'est toi qui es la première personne qu'on appelle sur ces questions-là. Quelles sont les difficultés techniques les plus fréquentes et quels sont les exemples de solutions qu'on peut leur apporter?
Alors, déjà, juste en introduction très rapide, je veux dire que le photovoltaïque, c'est un système simple. Par contre, sa mise en œuvre est un peu compliquée, en effet. C'est d'abord de l'électricité, certes, mais c'est surtout plusieurs métiers et plusieurs expertises. On parle du bâtiment, de la structure du bâtiment, de la couverture, de la compatibilité de la couverture, on parle d'assurance, on parle de... Les sujets sont divers et variés, on rencontre ces sujets tous les jours, c'est notre métier de gérer ces sujets-là. Le principal problème aujourd'hui, ça reste la tenue des bâtiments et la compatibilité de la couverture. D'accord ? Nous sommes soumis à un certain nombre de réglementations, de produits qualifiés, de qualification de produits, pardon. Vous avez déjà peut-être entendu parler de produits techniques courantes, de techniques non courantes, etc., de produits nouveaux, etc. Nous sommes soumis à tout ça. Et donc l'idée, c'est d'arriver à mettre le bon produit sur la bonne toiture. Pour ça, il faut connaître la toiture. Donc, gros challenge d'aller identifier comment est conçu le bâtiment, combien il peut tenir en poids, quels sont les produits installés sur le toit, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Modules normaux, modules légers, autres solutions, etc. Donc ça, c'est le travail de tous les jours, la qualification du projet des toitures. On rencontre ça, et pour le régler, aujourd'hui, on sait identifier comment est construit un bâtiment, comment il est couvert, les produits installés, on sait faire appel à des experts de couverture qui vont nous identifier les produits. Derrière, on va qualifier la solution technique systématiquement. La plupart du temps, on en trouve une. Il peut arriver, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'en effet, le toit est trop vieux, le toit ne tient pas, le module léger, ça passe pas non plus. La couverture est un produit complètement exotique qui est qualifié sur aucun autre système de fixation des panneaux solaires. Ça peut arriver, hein, on ne va pas dire qu'on a des solutions à tout. Mais globalement, on arrive toujours à sortir une solution. Après cette note optimiste sur la partie technique, on arrive malheureusement très vite sur des murs, des imbroglios juridiques très difficiles à régler. Du coup, je vais passer la parole à Alice pour lui demander comment on arrive à dénouer un certain nombre de blocages juridiques. Merci beaucoup Philippe. Donc, Alice Folscheid, je suis juriste chez Faraday. Je ne pourrais pas dire que malheureusement il y a beaucoup de blocages, il y a surtout à mon sens beaucoup de pistes de réflexion et de solutions. Donc peut-être pour redonner au départ quelques éléments de contexte, la toute première étape à mon sens est l'une des plus importantes, des plus stratégiques dans le développement d'un projet photovoltaïque, c'est la maîtrise foncière, la sécurisation de la maîtrise foncière, car sans un socle juridique solide sur le terrain d'implantation, eh bien, le projet ne peut pas démarrer. Donc, chez Faraday, on mise sur la souplesse pour faire du foncier un atout, un levier et non un frein au développement des projets photovoltaïques. Donc pour bien comprendre le champ d'intervention de Faraday, lorsqu'on parle de maîtrise foncière, cela englobe à la fois les parkings et les toitures, comme vous l'avez compris, et Faraday intervient sur une diversité d'actifs assez importante et sans restriction liée au régime de propriété, c'est-à-dire qu'on peut intervenir sur des immeubles en copropriété, en pleine propriété, en crédit-bail, gérés en ASL, en AFUL, et comme vous l'avez compris également, l'actif peut être occupé par un ou plusieurs locataires. On ne l'a pas encore évoqué, mais traditionnellement, les développeurs s'orientent plutôt vers des baux amphithéotiques parce qu'ils sont assortis de droits réels et permettent de trouver un financement plus facilement et d'assurer la bancabilité du projet. Mais ce modèle n'est pas adapté au sens de Faraday dans sa logique de flexibilité et pas adapté aussi aux attentes des clients qui n'ont pas forcément envie qu'un preneur puisse se comporter comme un quasi-propriétaire sur leurs actifs. C'est pourquoi Faraday a fait un autre choix en réalité, un choix de flexibilité, c'est le modèle du bail civil. Le bail civil qui repose sur un fondement très important, celui de la liberté contractuelle. Donc, le bail civil, à notre sens, est la solution la plus adaptée. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de création de droits réels, donc il n'y aura pas de servitude qui viendront grever biens ou d'hypothèque, et le preneur pourra malgré tout rester propriétaire de ses installations durant toute la durée du bail des installations qu'il réalise.
Également, il n'y aura pas, nous on va prendre à bail des emplacements et non pas des volumes. Donc il n'y aura pas de création de division de volume qui est généralement assez complexe et qui peut être coûteuse pour le propriétaire. Et enfin, quant à la durée est assez flexible pour le modèle de bail civil, c'est-à-dire que on peut inscrire la durée que l'on souhaite dans le contrat à la petite contrainte près, comme dans tous les autres types de baux d'ailleurs, c'est que lorsque le bail fait plus de 12 ans, il faudra l'enregistrer au service de la publicité foncière. Alors il peut s'avérer que les baux, que les terrains en question soient déjà loués en réalité, que l'immeuble ou le parking soit déjà loué à un tiers. Alors dans ce cas-là, classiquement, on va procéder à la formalisation d'avenants aux baux existants pour permettre de libérer des emplacements pour l'installation de la centrale photovoltaïque. Et Faraday a un modèle d'avenant qu'elle adapte en fonction de la situation. Pour conclure, au sein de l'équipe juridique chez Faraday, outre les aspects contractuels, on s'assure d'une veille réglementaire constante, puisque, comme vous l'avez bien compris, notamment avec l'intervention d'Adaltis tout à l'heure, il y a énormément d'évolutions liées à la loi APER. Et pour prendre un exemple concret, en ce moment, chez Faraday, on accompagne des clients aussi sur la gestion des eaux pluviales de façon à apporter, de façon à ce que le client puisse se conformer en totalité à la loi APER. Donc, ce qui montre que Faraday va bien au-delà, en fait, de la simple solarisation des surfaces. Et j'en profite aussi pour vous répondre, je fais un peu les questions et réponses sur la question de l'exonération de la taxe fiscale. Il y a bien depuis assez récemment une exonération de la taxe foncière pour les ombrières. Je n'ai plus le fondement en tête, mais je pourrais vous le retrouver si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, nous avons eu des réponses techniques, des réponses juridiques de façon très précise à toute une série de difficultés qui sont souvent soulevées. Maintenant, une ou deux questions, si vous le souhaitez. Avez-vous déjà été confronté à des locataires réticents ? Des bâtiments existants sur lesquels il est difficile de mettre en place un avenant au bail, par exemple, ou un locataire qui avait du mal à vouloir négocier de l'autoconsommation. Question ouverte. Oui, c'est souvent le cas, hein. Enfin souvent, non, mais il y a des locataires réticents. Après, on essaie de travailler avec eux, de savoir pourquoi ils sont réticents, et souvent il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'usage du bâtiment. Parce que finalement, quand on vient mettre des panneaux solaires, et ben, finalement on vient peut-être pendant le temps de chantier empiéter un peu sur des zones qui, eux, sont des zones pour eux très importantes. Ce qu'il faut savoir dans les entrepôts logistiques, c'est que, en fait, généralement, on est à la taille maximale du foncier. Tout est optimisé vraiment de manière millimétrée. Et donc, il peut y avoir ce genre de locataires réfractaires. Il y a des personnes qui, elles, trouvent que ça n'a pas forcément aujourd'hui de sens sur de la revente en tant que telle, pure. Par contre, de l'autoconsommation sur des factures, quand on a des locataires qui payent 1 million d'euros par an de facture, là, ils y trouvent un intérêt intéressant de dire si on solarisait notre toiture, on pourrait peut-être baisser de 40-50% notre facture d'énergie. Et donc là, ça retrouve tout son sens. Maintenant, il faut regarder les bâtiments qui sont énergivores, les plus énergivores possibles, finalement ceux qui ont des groupes froids, qui consomment beaucoup de chauffage. Parfois, on a des entrepôts chauffés. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder aussi dans l'échantillonnage, en fait, pour sélectionner des projets à forte rentabilité. Et quand je parle de forte rentabilité, j'évoque vraiment le fait d'autoconsommation, parce que finalement, là, aujourd'hui, la revente à 95 € du mégawattheure, voire 93, c'est pas forcément incitatif. En revanche, je trouve qu'il y a beaucoup de sens aussi à faire
on appelle ça EV, PV, en disant ben, en fait nos panneaux solaires, on va aussi, ils vont pouvoir finalement alimenter des bornes de recharge électrique sur lesquelles on l'a évoqué tout à l'heure, des réglementations aussi, une borne de recharge toutes les 20 places de parking dès le 1er janvier 2025. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sanction financière, donc finalement, on attend un petit peu le besoin du locataire. On voit des normes aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, sur la loi d'orientation des mobilités, la fin du moteur thermique à 2035, ça c'est très concret. Ça veut dire qu'en fait, on va rouler à l'électrique. Donc il faut s'y préparer, et pour s'y préparer, je pense rien de mieux que de mettre des panneaux solaires en autoconsommation, et qui peuvent aussi, parce que finalement on parle du décret tertiaire, on dit réduire les consommations, oui, mais en fait on va les augmenter en utilisant finalement des bornes de recharge électrique. Est-ce que finalement la solution ce serait pas de solariser les actifs en tant que tels? Très bien. D'autres questions? Oui, bonjour, Paul Lévénez, Goups-Rose. J'ai une question en termes d'entretien des toitures. Est-ce que la pose de panneaux photovoltaïques en toiture implique un surcoût lorsqu'on doit refaire l'étanchéité? Par exemple, l'étanchéité, c'est en général autour de 30 ans, la durée de vie d'une étanchéité de toiture, un peu comme les panneaux photovoltaïques, comme vous l'avez dit. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un retour d'expérience des entreprises d'étanchéité qui doivent intervenir et ils font des devis plus coûteux de par la présence de panneaux photovoltaïques en toiture, parce qu'il faut les bouger, il y a de la maintenance. Ouais, parce que je crois qu'il y a deux questions, je pense que je vais pouvoir répondre à la première, juste sur l'aspect de, par exemple, changer une surface bitumineuse en mettant après du bac acier et puis remettant poids pour poids des panneaux solaires. Ça, c'est des choses qu'on regarde, mais qui impactent fortement la rentabilité du projet, parfois qui divisent par deux en fait la rentabilité du projet. C'est pour ça que je dis qu'il faut lier les deux. Après, j'ai pas forcément de retour d'expérience en tant que tel sur est-ce que les panneaux solaires sont rentables si... C'est surtout en fait question de praticité et surtout de coût derrière d'intervention de l'entreprise d'étanchéité, parce que ça, on est très souvent concerné en tant que bailleur par des infiltrations d'eau en toiture. Donc très souvent, on doit demander à des entreprises d'étanchéité d'intervenir. Et est-ce que ça implique des surcoûts d'intervention de ces entreprises d'étanchéité? Est-ce qu'elles sont assurées aussi? Peut-être, est-ce que ça nécessite des assurances particulières? Est-ce que vous avez ce retour d'expérience-là ou pas? Personnellement, je n'ai pas d'autres expériences de surcoût. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur les toitures terrasses, notamment qui sont d'étanchéité bitumineuse ou PVC, peu importe, les systèmes sont soit lestés, soit thermosoudés sur les toitures. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perforation. Et normalement, tout est étudié et qualifié pour que le photovoltaïque ne soit pas la cause de la fuite. Ok, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si vous voulez refaire l'étanchéité, il faut enlever la centrale. Déjà, on ne laissera pas un détancheur aller jouer avec avec un système de production d'énergie, d'électrique. C'est pas son métier, et voilà, il y a du risque. Donc il arrive. Et s'il peut refaire l'étanchéité, si on n'enlève pas les panneaux. Donc il faut la démonter et la remonter après. Ça, on n'a pas trouvé de système. Voilà. La seule solution qui existe éventuellement, c'est on a fait un projet dernièrement comme ça, où c'est dans du neuf, dans la promotion, où là, on a créé une surstructure à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 au-dessus de la toiture. Donc c'est un coût, évidemment, parce que les panneaux solaires viennent abriter d'autres équipements sur le toit, et puis surtout répond à la norme, je l'ai citée, mais voilà, qui permet de dire je peux aller refaire l'étanchéité sous ma 1 mètre 20 de panneaux solaires sans aller rien démonter, parce que mes fixations, elles sont par construction solidaires de structure béton ou métallique du bâtiment. D'accord? Là, potentiellement, l'étancheur qui va venir refaire l'étanchéité, qui va passer la journée à 4 pattes pour remettre son truc, peut-être qu'il va râler un peu. C'est possible. Si j'étais lui, je râlerais. Voilà. J'ai pas vraiment de retour. Sérieusement, j'ai pas de retour là-dessus. Désolé pour ça, mais Merci. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je remercie nos 3 panélistes. Et puis, merci.
merci à tous pour votre écoute. Merci encore une fois à Faraday pour avoir organisé ce colloque et pour nous inviter à cette petite dégustation et ce verre de l'amitié pour clore cette soirée.